Je suis inspecteur à la DGCRF, donc à la Direction générale de la concurrence, constatation et répression des fraudes, au sein de la DGPP du Bas-Rhin à Strasbourg. Donc je suis notamment en charge du contrôle des sites internet de vente en ligne. Donc c'est dans ce cadre que je vais vous présenter brièvement les contrôles que fait la DGCRF dans ce domaine. Alors, on va commencer tout simplement par l'origine des contrôles. Donc, dans quel contexte la DGCRF procède à des contrôles? Donc, ça peut être dans plusieurs types de situations. Ça peut être notamment dans le cadre de plans de contrôle qui sont organisés au niveau national, au niveau régional. Ces plans de contrôle peuvent porter notamment sur certains secteurs ou sur certaines pratiques ou certains risques. Par exemple, il peut être décidé au niveau local et régional de faire des contrôles massifs dans le secteur des pièces détachées informatiques, de l'électroménager ou dans un autre domaine. C'est juste des exemples que je prends. Après, on peut s'attacher à vérifier certains points, par exemple vérifier les délais de livraison sur les sites marchands, vérifier si l'information sur la garantie est effectuée correctement au niveau des sites internet de vente en ligne, détecter d'éventuelles contrefaçons ou d'éventuelles fraudes sur certains points de détail. Donc ça, évidemment, c'était juste quelques exemples pour illustrer. Ça peut être vaste, ça peut s'adapter à l'actualité également, comme avec la crise sanitaire que l'on rencontre actuellement. Donc les contrôles de sites internet peuvent se faire aussi à l'occasion. Parfait, ça a commencé. Merci beaucoup. Okay, merci Alice. Au revoir. Excusez-moi, monsieur Scarfol, juste un instant. Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros et vos caméras pour que ça puisse permettre un meilleur enregistrement et une plus grande fluidité de l'intervention parce qu'on entend des bruits de part et d'autre. S'il vous plaît, merci. Merci. Donc la DGCRF fait aussi des contrôles de première niche sur le marché, c'est-à-dire elle fait des contrôles de manière régulière chez les fabricants et les importateurs qui sont responsables de la mise sur le marché de produits qui peuvent présenter des risques particuliers. Par exemple, tout ce qui est jouets, tout ce qui est aussi denrées alimentaires, produits dangereux. Donc, à l'occasion de ce contrôle de la première mise sur le marché, aura également lieu un contrôle du site internet, s'il y en a un, de l'entreprise contrôlée. Ça peut être aussi lors d'une plainte ou d'un signalement de la part d'un consommateur. Et ce n'est pas forcément la situation majoritaire, mais c'est ce qui inquiète beaucoup certains professionnels lors de nos contrôles. Ils peuvent souvent avoir l'impression qu'ils sont dénoncés par quelqu'un ou que quelqu'un veut régler un litige en saisissant nos services. Alors, d'une part, c'est pas forcément, tous nos contrôles ne sont pas forcément suscités par un signalement ou une plainte. Et d'autre part, la plainte n'a pas toujours de lien direct avec l'action qu'on peut avoir. Par exemple, s'il s'agit d'un problème de garantie, nous, on ne peut pas intervenir en tant que médiateur ou en tant que juge. Par contre, s'il y a un problème de garantie et qu'on s'aperçoit que le site ne mentionne pas de médiateur et que justement cela peut rendre difficile la résolution du litige, à ce moment-là, on pourra intervenir suite à cette plainte sans forcément qu'il y ait de lien direct. Alors, on va reprendre les points principaux que l'on contrôle. Là, je ne pourrais pas faire de liste exhaustive de tout ce qu'on contrôle et je vais me borner à tout ce qui concerne les règles générales de vente à distance qui sont communes bien souvent au site internet et également aux ventes à distance qu'on peut avoir sur les catalogues de vente par correspondance notamment. Donc là, j'aborderai pas spécifiquement tout ce qui concerne la sécurité des produits ou la conformité des produits de manière générale. Donc, une des principales obligations, c'est de fournir, avant que le consommateur commande, avant la conclusion du contrat, un certain nombre d'informations. Donc, ces informations sont définies au niveau réglementaire par l'article L221-5 du Code de la consommation, qui renvoie, entre autres, à l'article 111.1 du Code de la consommation. Donc, là, on va avoir tout ce que le consommateur doit avoir de la part du vendeur avant qu'il s'engage. Donc, c'est évidemment tout ce qui est caractéristique du prix, caractéristique du bien ou du service vendu, le prix. Bon, cela va de soi. Parfois, on a des caractéristiques qui sont un peu succinctes. On doit indiquer la date ou le délai de livraison ainsi que les frais de livraison. L'identité du vendeur aussi, même si cela va de soi.
à la fois postale, téléphonique et électronique, sur les garanties applicables, le cas échéant, une information sur et notamment ses coordonnées, son nom et le lien de son site internet. Conditions. Et aussi le cas échéant. Si... Attends, juste un instant, Monsieur Scarfone, on a encore un micro ouvert et ça perturbe votre intervention. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Allez-y, excusez-moi. Dans certains cas, donc, le droit de rétractation ne peut être exercé, c'est des cas prévus par la loi. Et dans ce cas-là, il faut que le vendeur informe le consommateur qu'il n'existe pas de droit de rétractation. Donc, c'est une obligation qui va dans les deux directions. S'il y a un droit de rétractation, il faut informer le consommateur. Après, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que le prix. Et à ce moment-là, il doit Monsieur Scarfone, excusez-moi, on ne vous entend plus bien du tout en fait. On a un problème de son. Alors, je sais bien si ça vient des micros ouverts. Je pense qu'encore des gens ont des micros ouverts et du coup, ça perturbe. Juste un instant, le temps que les personnes éteignent leur micro. Je vais essayer de voir. Là, ça devrait être bon. Alors, on reprend. Je vais peut-être reprendre sur le droit de rétractation, c'est quand même important. Donc, il faut qu'il y ait toujours une information sur le droit de rétractation final, que le service ou le bien vendu proposé sur le site soit soumis ou pas à ce droit de rétractation. C'est-à-dire, s'il existe, le vendeur doit informer le consommateur des modalités d'exercice de ce droit. Et s'il n'existe pas, le vendeur doit informer aussi le consommateur qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour le ou les services ou les biens ou certains des biens proposés sur le site. Donc ensuite, juste avant la conclusion du contrat, le vendeur doit rappeler au consommateur les caractéristiques et le prix du bien ou du service proposé. Et il doit matérialiser par la mention commande avec obligation de paiement que le client est engagé lorsqu'il clique. Alors, ça peut peut-être paraître anecdotique, cette obligation, mais en fait, d'une part, ça sert à protéger le vendeur, même s'il y a un droit de rétractation, le client s'engage à commander le produit. Après, quand bien même il utilise le droit de rétractation, ça représente un coût financier de part et d'autre. Et ça permet aussi dans le cas où le paiement n'est pas immédiat, ça permet justement d'informer le consommateur qu'il est quand même engagé en cliquant. Bon, après, ça reste des situations marginales puisque bien souvent le paiement a lieu lors de la commande en ligne et bien souvent le client bénéficie quand même d'un droit de rétractation. Mais ça reste néanmoins une obligation prévue par l'article 221-14 du Code de la consommation. Donc ensuite, une fois que le client a validé sa commande, le vendeur doit lui fournir des informations, les mêmes informations, à vrai dire, sur un support durable. Alors, ces informations doivent être fournies au plus tard lors de la livraison, mais ça peut être éventuellement avant, sous la forme d'un mail, ou sous la forme d'une pièce jointe à un mail. Ça peut être aussi dans les documents présents dans le colis, lors de la livraison. Et ces informations reprennent celles qui doivent être communiquées avant la conclusion du contrat, à savoir les caractéristiques du bien ou du service, le prix, les coordonnées du vendeur, tout ce qui concerne le médiateur, les garanties et le droit ou l'absence de rétractation. Donc, après, on répondra aux questions, s'il y en a. On va apporter quelques précisions quand même sur le droit de rétractation. C'est un point important dans le cadre de la vente à distance.
Si le vendeur n'a pas informé le consommateur bénéficie automatiquement d'un droit de rétractation de 12 mois. D'autre part, le droit de rétractation s'applique dans les 14 jours à compter de la réception du bien, pour les biens donc, ou de la conclusion du contrat dans le cadre des services. Donc le client dispose de 14 jours pour manifester son souhait d'exercer son droit de rétractation. Et pour les biens, évidemment, une fois qu'il a manifesté son souhait d'exercer son droit, il a 14 jours pour restituer les biens. Donc ce qui fait qu'au final, on peut avoir 28 jours au total. Si le consommateur se manifeste 14 jours après la réception des biens, il lui reste encore 14 jours après sa demande pour renvoyer les biens. C'est un détail qui n'est pas forcément toujours bien connu ou assimilé. C'est pour ça que je me permets de le préciser à nouveau. Donc les frais de retour sont à la charge du consommateur. Après, il est possible, si le vendeur le souhaite, de prendre en charge ses frais, mais ce n'est pas une obligation. Et le remboursement doit être fait dans les 14 jours par le vendeur. Donc on avait évoqué les exemptions, donc je vais y revenir. Donc les exemptions sont prévues de manière exhaustive par l'article L 221-28 du Code de la consommation. Donc on a notamment les services pleinement exécutés après la conclusion du contrat avec l'accord express du consommateur. On a les biens nettement personnalisés et fabriqués selon les spécifications du consommateur. On a aussi les revues et les périodiques, mais pas les livres. On a aussi les biens susceptibles de se détériorer rapidement. Ça peut être des denrées alimentaires périssables ou autres. On a aussi les enregistrements audio et vidéo décellés. Donc après, le vendeur n'a pas le droit d'aller au-delà de cette liste. Là, je n'ai pas donné en détail, mais vous la trouverez vous pouvez la trouver sur Legifrance notamment, ou sur le guide du vendeur e-commerce qui est aussi fourni dans le cadre du webinaire. Donc je vais apporter quelques autres précisions sur les garanties, c'est quand même un point important. Donc dorénavant, il faut indiquer par un encadré dans les conditions générales de vente ce qui est prévu pour les garanties légales. Donc, en particulier, il faut indiquer que la garantie légale de conformité peut s'exercer dans un délai de 2 ans, que cette garantie s'exerce indépendamment de la garantie commerciale éventuellement existante. Cet encadré doit aussi indiquer l'existence de la garantie légale des vices cachés. Voilà, cet encadré doit aussi préciser que le client peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien dans un premier temps. Donc, je précise aussi que si, à un moment donné, le client doit communiquer son numéro de téléphone, le vendeur doit informer donc le consommateur de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. En fait, ça, c'est dans la plupart des cas, lorsque le consommateur va passer commande, il sera amené à donner son numéro de téléphone. Parfois même, il doit le faire, sinon la commande ne peut pas se faire. Et il est quand même important, quand bien même le professionnel ne fait pas de démarchage en ligne, d'informer le consommateur de cette liste et de son droit à s'inscrire sur cette liste. Donc, j'avais évoqué le médiateur de la consommation tout à l'heure. Donc, c'est un médiateur qui doit être référencé. Donc, il y a une liste des médiateurs qui sont référencés, que vous pouvez trouver aussi sur les documents annexes à ce webinaire. Et le site, donc toujours dans l'esprit de la médiation, doit contenir le lien vers la plateforme de règlement en ligne des litiges. Ce sont deux obligations qui s'additionnent. Il faut à la fois un médiateur de la consommation et le règlement vers cette plateforme qui est une plateforme communautaire, donc qui est valable pour l'ensemble des professionnels qui vendent en ligne dans la communauté européenne. On ne peut pas remplacer l'une par l'autre. Ces deux obligations doivent être remplies. Alors, je vais aborder quelques autres réglementations qui ne figuraient pas dans les précédents slides. Alors, tout ce qui est pratique commerciale trompeuse. Alors ça, ce n'est pas un point spécifique à la vente à distance, mais c'est valable aussi en vente à distance. Donc, c'est ce qu'on appelait aussi par le passé la publicité trompeuse. Donc, le site et le vendeur ne doivent pas communiquer d'informations trompeuses, donc évidemment sur les caractéristiques du bien, sur le prix. Bon, ça va peut-être de soi, mais il est toujours bon de le préciser. Sur les délais de livraison, les délais qui sont indiqués doivent être les délais effectifs. Sur les promotions également,
tout ce qui est prix barré, prix de référence, tout ça, le vendeur doit être en mesure de pouvoir le justifier, notamment lors de nos contrôles. Et il est important aussi de ne pas induire les consommateurs en erreur sur leurs droits et recours. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Par exemple, sur le site de vente à distance, on voit souvent des phrases du type le client ou le consommateur, enfin les risques et périls les livraisons se font, excusez-moi, les marchandises voyagent aux risques et périls de consommateurs. Voilà, c'est le type de phrase qu'on voit très souvent et qui est interdite dans la mesure où le code de la consommation prévoit que c'est le professionnel qui est responsable de la livraison. Donc ça pourrait induire le consommateur en erreur sur ses droits. On voit aussi assez souvent l'indication de délai indicatif, alors que la loi prévoit explicitement que les délais doivent être indiqués et respectés. Donc tout ça, il faut veiller à supprimer ces mentions et ces clauses qui pourraient induire le consommateur en erreur. Donc, un petit point aussi sur les soldes. Donc, c'est un terme qui est réservé aux soldes qui sont réglementés, donc 2 fois par an, en hiver ou en été, mais bon, ça, c'est des choses qui sont relativement connues. Ensuite, on ne peut pas imposer aux consommateurs particuliers une attribution de compétence pour le tribunal, c'est-à-dire s'il y a un litige et si le consommateur veut saisir son tribunal, en fonction des procédures qu'il engage, il pourra saisir le tribunal du lieu de livraison prévu. Donc, on ne peut pas imposer de saisir le tribunal du siège social du vendeur, du site internet. Donc, un petit point aussi sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qu'on appelle aussi loi LCEN. Donc, le site internet doit comporter des mentions d'identification. Alors, outre celles qui sont par ailleurs prévues dans les mentions, dans les informations précontractuelles, comme les coordonnées, l'adresse et le nom du vendeur, on a aussi le numéro d'inscription au registre du commerce des sociétés, le capital social et le numéro intracommunautaire de TVA. Le cas échéant, on aura aussi les numéros d'agrément, comme pour les agences de voyage ou certaines professions réglementées. Alors, l'idée de cette loi, c'est, comme son nom l'indique, de mettre en confiance le consommateur, c'est-à-dire d'informer le plus précisément possible le consommateur sur l'identité du vendeur. Alors, on voit encore trop souvent des clients qui commandent sur des sites où il n'y a pas du tout d'adresse postale, pas de numéro de téléphone. On essaye, nous, de sensibiliser les acheteurs et les consommateurs à veiller à ça. Et le fait d'indiquer aussi le numéro RCS et d'autres mentions d'identification, ça participe à cette transparence et à cette bonne identification du vendeur que le consommateur a derrière l'écran. Donc bon, j'ai indiqué pas de contrefaçon, mais bon, ce sont des choses qui vont de soi, comme indiquer le prix, toute taxe comprise, si on s'adresse à des particuliers. Parce que bon, là, la plupart des éléments dont j'ai parlé, ça s'adresse justement à des particuliers. Hein. Tout ce qui est droit de rétractation, tout ça, c'est les règles de consommation qui s'appliquent pour les ventes à destination des particuliers et non des professionnels. Donc, dans la présentation des biens et des services, on doit aussi avoir la langue française. Je vais juste finir par quelques règles spécifiques qui peuvent s'appliquer dans certains cas. Donc, si le site vend des denrées alimentaires, il y a une obligation d'indiquer la liste des ingrédients et aussi la liste des allergènes. Dans le cadre de vente de vêtements en ligne et de chaussures, la composition doit être indiquée aussi. Donc pour les chaussures, c'est tout ce qui est semelle, tige et intérieur. Pour les vêtements, c'est la composition. Il faut utiliser les dénominations officielles des fibres textiles. Et s'il y a plusieurs fibres textiles utilisées, l'indiquer dans l'ordre décroissant. Pour les produits ou vêtements en cuir, il faudra indiquer la matière employée ainsi que la finition. Donc pour les mélanges dangereux, il faudra reporter sur les sites internet les mentions de danger qui figurent sur les emballages. Voilà, là encore, c'est une liste qui ne peut pas être exhaustive. Après, en fonction des spécificités des biens et des services mis en vente sur le site internet, il pourrait y avoir d'autres obligations réglementaires. Donc, ensuite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de savoir quelle suite nous donnons au contrôle.
Donc les suites que l'on donne, elles sont proportionnées, elles dépendent du contexte et de la gravité des faits. Donc, par exemple, en fonction du préjudice financier pour les consommateurs, qui peut être plus ou moins important, en fonction du nombre de plaignants que nous pouvons avoir eu, en fonction aussi des antériorités de la société, si c'est une société qui vient d'être créée ou si c'est une société qui a des dizaines d'années d'expérience et qui a fait déjà l'objet de contrôle de la part de nos services et d'avertissements. Donc, l'issue du contrôle et les suites qui sont données ne seront évidemment pas les mêmes. Donc, il peut y avoir d'une part des suites répressives, donc ça peut être un procès-verbal administratif ou pénal, et donc en fonction de l'infraction ou du manquement constaté, les sanctions maximum ne sont pas les mêmes. Là, je vous ai donné un exemple. Donc, pour tout manquement concernant le droit d'interprétation, la sanction sera une amende administrative maximale de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Après, en fonction des autres infractions de manquement, ça peut être plus ou moins. On peut aussi donner une suite corrective à l'issue de nos contrôles. Pour nous, ça prendra la forme d'une injonction de mise en conformité ou de cessation de pratique. On va envoyer 2 courriers recommandés aux professionnels qui informeront d'une part de notre intention de lui enjoindre de cesser des pratiques ou de se conformer à la réglementation, suivi d'un deuxième courrier recommandé qui sera l'injonction proprement dite de mise en conformité. Entre-temps, le professionnel est amené à présenter ses observations, s'il y en a, et l'injonction est suivie par la suite d'un nouveau contrôle qui pourra donner lieu à ce moment-là à un procès-verbal si l'injonction n'a pas été respectée. Alors, on peut avoir aussi des suites pédagogiques, ça prendra la forme d'un avertissement par écrit, mais là, il y aura un seul courrier, il ne sera pas forcément recommandé, mais il pourra quand même être suivi d'un nouveau contrôle qui lui-même pourra être suivi d'un procès-verbal si les manquements ou les infractions venaient à être constatés à nouveau. Voilà, je finis encore une fois par quelques manquements qu'on constate souvent, que je constate souvent. Souvent, les délais de livraison indiqués ne sont pas respectés, ou alors le consommateur ne reçoit pas les informations sur un support durable, parce que tout simplement le professionnel ne connaît pas ses obligations ou estime que les conditions générales de vente suffisent, alors que c'est une condition qui est nécessaire mais pas suffisante, comme je l'ai indiqué. Donc, assez souvent encore, on a une absence totale du médiateur de la consommation, parce que c'est une obligation qui est relativement récente et qui n'est pas toujours très connue. On a aussi diverses problématiques entourant le droit d'interprétation, comme des exclusions qui ne sont pas prévues par la loi, ou un délai qui est que de 7 jours, alors qu'il est passé à 14 jours depuis plusieurs années. Donc on a aussi assez souvent l'absence d'informations sur le fait que le consommateur peut s'inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique, qu'on appelle aussi actuellement la liste Blocktel. Voilà, là encore, ce n'est pas une liste exhaustive, on voit encore bien d'autres choses. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je tiens à votre disposition pour vos questions éventuelles. Alors, merci, M. Scarfone. Je me présente, Valérie de Randinger, je fais partie du service juridique avec Élise. Nous avons animé un premier webinaire la semaine dernière concernant la réglementation de la vente en ligne. Et donc, nous sommes ravis que M. Scarfone soit avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Et dans ce cadre-là, Élise Furès et moi-même avons préparé quelques questions à l'attention de M. Scarfone. Et ensuite, nous verrons les questions des différents participants que nous posons à M. Scarfone. La première question qu'on a envie de poser, c'est finalement, est-ce qu'il est possible de refuser les demandes de rétractation pour des articles soldés, M. Scarfone? Alors non, ça clairement non. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, mais ce n'est pas prévu donc par l'article L221-28. À mon sens, on le voit assez souvent parce que peut-être qu'on fait le parallèle avec ce qui est possible en magasin. Donc, je rappelle, enfin, c'est quelque chose qui est, je pense, assez connu, mais dans le cadre d'une vente en magasin, il n'y a pas de droit de rétractation obligatoire. Bien souvent, le professionnel le propose à titre commercial,
il est libre de décider de sa politique. Et parfois, il exclut justement les produits soldés. Donc, il y a une cohérence, mais encore faut-il que ce soit clairement communiqué aux consommateurs. Mais dans le cadre du site Internet, rien n'autorise le vendeur à refuser le retour des produits soldés, puisque ça n'apparaît pas dans la liste des exemptions. Merci. Donc, la pratique du click and collect est-elle considérée comme de la vente en ligne, en particulier si le paiement a lieu lors du retrait des achats? Alors, oui, après, ça dépend ce qu'on entend par click and collect. En fait, les règles que je viens d'énoncer, c'est les règles de vente à distance. Donc, c'est-à-dire lorsque le contrat se fait, lorsque l'accord entre le consommateur et le professionnel se fait sans la présence physique simultanée des deux parties. Donc ça, que le paiement se fasse lors de la commande ou après, ça n'empêche pas que c'est quand même considéré comme de la vente à distance. Voilà, donc je ne sais pas si... Merci. Répondu à la question. Moi, j'avais une autre question un petit peu différente. Est-ce qu'on peut organiser soi-même un service de médiation en interne? Alors oui, ça c'est possible. Il y a des... Alors, c'est prévu dans le livre 6 du Code de la consommation qui prévoit justement en détail ce qui est exigé du médiateur. Donc là, j'ai brièvement dit au cours de la présentation que le médiateur doit être référencé. Alors, ça peut être un service de médiation référencé qui existe déjà. Il est possible d'en organiser un au sein de son entreprise, sachant qu'il y a des règles à respecter qui sont relativement strictes. Donc, les règles sont prévues notamment par l'article L613.1 et L613.2 du Code de la consommation. Il faut par exemple qu'il n'y ait pas de situation de conflit d'intérêts, que le médiateur soit rémunéré sans considération du résultat de la médiation. Et donc, c'est une procédure qui peut être possiblement lourde pour les petites entreprises. Donc, il est tout à fait possible de le faire, mais c'est une démarche qui ne va pas forcément être adaptée aux petites entreprises. Et qui va être soumise, donc, d'une part, à ce qui est que les 6 critères soient respectés, et d'autre part, que ce service de médiation soit référencé. Évidemment, donc, aucune hiérarchique entre le médiateur et le professionnel. Et à l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins 3 ans pour le professionnel. Donc, ça fait quand même pas mal de conditions qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre, quand bien même on aurait le souhait de mettre en place cette médiation en interne. Merci. Moi, j'ai une question sur l'information du consommateur. Est-ce qu'un récapitulatif sur l'espace client, donc le compte client du consommateur, est suffisant pour respecter les règles d'information du consommateur? Alors, non, je l'ai évoqué tout à l'heure. En fait, il y a deux étapes pour l'information du consommateur. Il y a tout ce qui est communiqué avant que le client s'engage, enfin, avant que le consommateur s'engage, et tout ce qui est communiqué après qu'il soit engagé. La loi prévoit que ces informations soient sur un support durable. Alors, on peut tout à fait prévoir un espace client pour faciliter les choses ou faciliter éventuellement l'exercice du droit de rétractation, mais quoi qu'il en soit, l'espace client n'est pas considéré comme un support durable, parce que si le site a un problème, ou si le site est remanié, ou si le site disparaît, le client n'aura plus de support durable. Donc, même si l'espace client existe et n'est pas interdit, il ne permet pas de respecter l'obligation du support durable. D'accord, merci. D'accord, c'est intéressant. Moi, je voulais revenir sur la demande de rétractation. Alors, vous en avez un petit peu parlé lors de votre présentation, mais donc, lors d'une demande de rétractation, à qui incombent les frais de livraison et de renvoi? Alors, les frais de retour sont à la charge du consommateur qui a passé la commande, même si on voit de plus en plus de sites qui proposent le retour gratuit. Alors ça, c'est à la discrétion du professionnel, il peut le proposer, mais c'est sa politique de retour, mais il n'a pas l'obligation de prendre en charge les frais de retour. Les frais de retour sont vraiment à la charge du client, du consommateur, et quelque part, le législateur a prévu cela justement pour peut-être limiter les abus de la part des consommateurs qui seraient tentés de retourner de manière abusive. En revanche, ce que certains professionnels, enfin, ce que j'ai constaté lors de mes contrôles, que certains professionnels ignorent ou ne font pas, c'est que les frais de livraison initiaux, eux, doivent être remboursés. C'est ce que prévoit
ce que prévoit l'article 221-24 du Code de la consommation, qui prévoit qu'en cas d'exercice du droit d'interprétation, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison. Merci. Donc, les frais de livraison sont remboursés. Par contre, les frais de renvoi sont à la charge du consommateur. Pas de frais de retour. Oui. Ouais. Une question qui est assez fréquente pour nous dans la pratique, c'est comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un site Internet qui va s'adresser à la fois à des clients professionnels et des clients consommateurs? Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai constaté souvent, des sites qui vendent à la fois aux deux types de clientèle ou qui vendent de manière marginale aux consommateurs. Alors, comme je l'ai dit, ce que j'ai présenté, tout ce qui est information précontractuelle, confirmation, médiateur, droit d'interprétation, tout ça, ça s'applique exclusivement à une vente des sites. Ah, je ne vous entends plus. Non, on a un souci avec M. Scarfone. Il va revenir. Alors, en attendant qu'il revienne, je pense qu'il a eu un souci de connexion peut-être ou un appel urgent. Juste pour information, donc comme vous l'a dit Anne-Valérie, nous avons notre premier webinaire qui a eu lieu jeudi dernier, qui était sur la réglementation des sites de vente en ligne. Vous allez retrouver tout un résumé aussi de ce qui a été présenté ce matin, peut-être un peu plus de détails sur la réglementation en tant que telle. Donc, ces webinaires seront rediffusés en replay, ils ont été enregistrés sur le site de la CCI Alsace Eurométropole, accompagné d'une note d'information qui va récapituler toutes les informations qu'on vous aura données ce matin, en fait. Donc, on a juste M. Scarfone qui a dû quitter la réunion, qui va revenir. Voilà, donc vous allez retrouver toutes ces informations sur le site de la CCI. Il nous faudra juste quelques jours le temps de tout mettre en place avec les deux webinaires. Il y aura aussi donc des notes juridiques qui vont être consacrées à toute cette réglementation et qui seront également mises en ligne sur le site. Je ne sais pas si je peux le... de retrouver M. Scarfone. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que M. Scarfone est revenu? Non. Sinon, est-ce que tu ne peux pas l'appeler par téléphone? C'est ce que je vais essayer de faire. Il faut juste que... Juste un instant.
faut juste que je retrouve son numéro de téléphone. Voilà. Ça répond pas. Ah. Monsieur Scarfone a rejoint la réunion. Je vous excusez, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'est éteint subitement. C'est pas grave, Monsieur Scarfone. L'important, c'est qu'on vous ait retrouvé. Oui, désolé, ça a mis du temps à redémarrer. C'est pas grave. Donc, on était sur la question des sites qui vendent aux professionnels ou aux particuliers. Oui, alors, ce que je disais, c'était peut-être pas clair lors de la présentation. Tout ce qui concerne l'information précontractuelle, la confirmation sur support durable, le droit de rétractation, le médiateur, les garanties, tout ça, ça s'adresse, ça s'applique dans les ventes destinées aux consommateurs, donc aux particuliers. Après, pour les ventes destinées aux professionnels, ils ne bénéficient pas de cette protection, sachant que certaines choses s'appliquent, par exemple la pratique commerciale trompeuse, ça peut, même si c'est entre deux professionnels, ça peut être relevé comme une infraction. Mais donc, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que des sites internet de vente en ligne vendent indifféremment aux professionnels ou aux particuliers, et du coup, au niveau des conditions générales de vente, c'est pas forcément très clair. C'est-à-dire parfois, on va avoir des prix hors taxes, un droit de rétractation qui n'existe pas. Alors, et ça, il appartient aux professionnels de choisir sa façon de fonctionner. Soit il propose un accès différent pour les consommateurs et les professionnels, soit il indique clairement aux consommateurs et aux particuliers les différentes obligations et les différents droits qui s'appliquent. Voilà, après, l'idée, c'est que ça reste possible de vendre aux deux publics, mais il ne faut pas que ça induise en erreur les uns et les autres. Par exemple, s'ils refusent le droit de rétractation aux professionnels, il faut que les professionnels en soient clairement informés. Et s'ils refusent aussi la vente de certains produits à des particuliers, il faut qu'ils s'assurent que le client soit un professionnel. Enfin, tout reste possible du moment où on est clairement informé et que le consommateur est clairement informé de ses droits et notamment le droit de rétractation. D'accord. Merci. Alors, autre question, est-ce que de manière générale, on peut donner des délais de livraison à titre indicatif? Non, bon, après, là, on est, c'est vrai, on a traversé des périodes qui étaient peut-être un peu délicates à ce niveau-là, mais la loi prévoit que le professionnel indique un délai, et ce délai doit être le délai effectif. Donc, il appartient au vendeur de voir en fonction de son expérience avec tel ou tel transporteur ou au niveau statistique, quel est le délai qu'il peut respecter. Et là, je précise aussi, c'était peut-être pas clair tout à l'heure, lors de mes contrôles, j'assiste de temps en temps, enfin, j'observe de temps en temps que ce sont les délais d'expédition qui sont indiqués, c'est-à-dire le délai entre la commande et la remise au transporteur. Ça, c'est insuffisant. D'accord. Ça, c'est insuffisant. Il faut que le délai total ou la date de livraison corresponde à la date ou le délai au terme duquel le client aura son produit. Alors, par rapport à ce délai, on a une question, on va la poser tout de suite parce que c'est vraiment dans la thématique. Est-ce que ce délai de livraison doit réapparaître sur le support durable? Écoutez, à mon sens, oui, puisque ça reprend, je vais vérifier quand même, puisque j'ai le texte sous les yeux, ça reprend toutes les informations. Donc,
Oui, ça reprend. En fait, le support durable, les informations qui sont contenues dans ce support durable sont prévues à l'article 221.13, qui reprend le 221.5, qui renvoie au 111.1. Et dans le 111.1, on a, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Donc, ça, c'est une information qui devra quand même apparaître sur ce support durable. D'accord, merci. Alors, on a beaucoup parlé du droit de rétractation, qui est un droit fondamental pour le consommateur, mais quelles informations doivent figurer sur le formulaire de rétractation? Alors, le formulaire, il est possible de reprendre le formulaire type qui est prévu par la loi. Alors, il est consultable sur le site Légifrance, hein, qui est un site où on peut retrouver tous les textes et codes français. Donc, on le trouve à l'annexe de l'article R 221-1 du Code de la consommation. Donc, il y a une phrase type et il y a des mentions à rayer, le cas échéant. Il faut indiquer donc le nom du consommateur, l'adresse, la signature, la date. Et la phrase « Je vous notifie par la présente de ma rétractation de contrat sur la vente du bien ci-dessous » et le descriptif du bien. Donc tout ça, c'est dans l'article annexe qui peut être consulté sur Légifrance. Ok. Je le note. Une dernière question pour ma part hein, sur le droit de rétractation, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au droit de rétractation sur les ventes de livres ou, par exemple, sur un téléviseur qui aurait été déballé? Alors, pour les livres, comme je disais tout à l'heure, les livres ne sont pas dans les exemptions. Donc, dans les exemptions, on a par contre les journaux, périodiques et magazines, mais pour les livres, ce n'est pas prévu. Donc, même si le vendeur souhaiterait le faire, il ne peut pas s'opposer à la rétractation d'un livre. Après, il y a quand même des devoirs de la part du consommateur. Il ne doit pas rendre quelque chose qui est totalement hors d'usage ou abîmé, ou nettement abîmé. L'idée maîtresse de la rétractation, c'est que le consommateur à distance peut examiner le bien comme s'il était dans un magasin. C'est-à-dire, il a un droit à l'usage, mais qui ne doit pas être abusif. C'est-à-dire, si il y a pour le vendeur peut demander réparation si le bien est déprécié. Donc ça, c'est prévu clairement dans le 221-23 du Code de la consommation. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Donc effectivement, s'il renvoie un livre aux pages écornées, tout ça, là, le vendeur pourra demander un dédommagement. Mais dans un premier temps, il ne pourra pas refuser la rétractation. C'est deux choses différentes. D'accord. Et par rapport vous avez parlé d'un produit déballé, je crois? Un téléviseur. Ben là encore, si la rétractation ne peut être appliquée pour les CD, DVD, Blu-ray déballés et autres enregistrements audio, vidéo, hein, cassette, ou ce qui n'a pas encore été inventé, pour les autres produits, s'ils sont des scellés, ça ne peut pas être un motif de refus. Le client a le droit de l'essayer, donc sans que ce soit un droit d'essai abusif. Il doit l'essayer pour pouvoir constater, par exemple, la qualité sonore ou visuelle d'un téléviseur, comme il le ferait dans un magasin où le téléviseur est allumé et il pourrait se rendre compte de la qualité. Donc, si je reprends votre réponse, en pratique, ça veut dire que le client, même s'il a déballé le bien et qu'il l'a testé, il a le droit de se rétracter. Oui. Par contre, si le vendeur, à ce moment-là, quand il a le retour du bien, il constate qu'il y a une dépréciation de ce bien ou que le bien est abîmé, il pourra diminuer la valeur de remboursement. Oui, il pourra engager la responsabilité du client. Consommateur. Oui. D'accord. Bien, merci, Monsieur Scarfone. On a eu aussi quelques questions qui ont été posées sur le fil de conversation, donc je vais les reprendre. Nous avions une première question par rapport à la vente en ligne des voyages. Oui. Alors, ça, je pense que ça fait partie des exemptions. Alors, c'est le point 12. Donc, pour les exemptions, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestation de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens
de location de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournies à une date ou à une période déterminée. Transport de biens. Non. Non, ça, on n'est pas dans les voyages, on est dans l'hébergement. Oui. Dans ce cas-là, ça veut dire que la vente de voyage est soumise à la même réglementation que le reste? Non. Alors, anciennement, il y avait des dispositions spécifiques, mais depuis la loi Hamon et la refonte du Code de la consommation, tout ça, ça a été modifié. Donc, alors, d'une part, il y a le premier point, il y a les fournitures de services pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord express préalable. On pourrait éventuellement envisager ça, mais pour le cas spécifique des voyages, je vais m'en renseigner parce que ça, je ne peux pas laisser cette question en suspens. Il faut que je vérifie si ça peut être inclus dans le point 12 ou pas. D'accord. Bah, vous nous transmettrez à ce moment-là la réponse et on l'enverra aux participants en même temps que le support. Oui. On peut faire comme ça. D'accord. Oui, parfois, on n'a pas toujours la réponse en spontané non plus en matière juridique, hein, c'est normal. De manière très, très précise, les différentes questions. Il vaut mieux vérifier et apporter une réponse sûre. On a une autre question qui concernait au niveau européen, alors juste le temps que je revienne. Quelles sont les actions possibles de la DGCCRF pour les sites de vente non domiciliés en France et même en Europe? Alors, ils sont possibles, mais ils sont plus limités qu'en France, logiquement, et ils dépendent de la localisation. Donc, lorsque c'est dans l'Union européenne et en fonction de la pratique, il pourrait y avoir une suite. Après, par exemple, pour la pratique commerciale trompeuse, il est prévu explicitement que dès qu'elle produit ses effets en France, elle peut être relevée. C'est-à-dire que si on a un site qui est par exemple en Allemagne ou en Europe et où on va relever une pratique commerciale trompeuse qui est justement destinée aux consommateurs français, on pourrait la relever. Après, l'aléa, c'est une fois qu'on va relever cette infraction, est-ce que les parquets étrangers suivront et est-ce qu'il y aura une sanction effective ou une modification effective? Ça, c'est au-delà de ce qu'on peut faire, mais pour les situations de pratique commerciale trompeuse, d'une part, on peut théoriquement intervenir. Après, on n'a pas forcément de suite contentieuse où le professionnel ne tiendra pas forcément compte de nos rappels ou de nos injonctions, de nos procès-verbaux. Après, de manière générale, quand il y a un litige transfrontalier, il y a une procédure qui consiste à transmettre la demande au pôle C de la Directe, donc de la Directe Grand Est en l'occurrence, et la Directe examine et en fonction du manquement ou du problème constaté, en fonction de la localisation, elle dispose de plusieurs possibilités. Elle a des liens avec les autorités étrangères équivalentes à la nôtre. Mais c'est des choses, on ne peut pas dire de manière générale, oui, on pourra intervenir, parce que ça dépend d'une part de la localisation et d'autre part de l'infraction. Certaines infractions sont franco-françaises et d'autres non. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la réponse c'est oui, mais sous certaines conditions. Et pour certains types de pratiques. Oui. Merci. Les frais de livraison express seront également remboursés? Alors, là, je vais vous citer, si c'est le consommateur qui a demandé un frais de livraison express, a priori, alors je vais revérifier encore une fois. Donc, c'est le dernier alinéa du 221-24. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. Donc, c'est-à-dire, si en standard, on a une livraison normale et que le consommateur choisit une livraison express, a priori, le professionnel peut rembourser les frais de livraison standard. Mais ça doit être une demande express du consommateur, c'est-à-dire si la case livraison express est cochée par défaut, là, le vendeur ne pourra pas s'abriter derrière cette disposition. C'est dans le cas où le consommateur a choisi expressément un mode de livraison plus coûteux. D'accord.
Donc, quand c'est le choix du consommateur d'avoir une livraison plus rapide, à ce moment-là, le professionnel ne rembourse pas les frais de livraison. Si, il rembourse les frais de livraison standard. Au minimum, il rembourse les frais de livraison standard, mais pas le coût supplémentaire. Voilà, de rembourser les frais de livraison rapide. D'accord. Alors, encore une question, je crois. Les conditions générales de vente doivent-elles être validées avant que le particulier passe la commande en ligne? C'est-à-dire, à quel moment on doit être sûr que le consommateur ait bien validé les conditions générales de vente ou pris connaissance des conditions générales de vente? Alors, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. On coche la case, je reconnais avoir lu les conditions générales. Mais en fait, on est assez éloigné de l'esprit du texte parce que dans les textes que j'ai présentés, l'idée, c'est pas tant d'avoir des CGV, c'est d'avoir un certain nombre d'informations qui doivent être communiquées au consommateur. Donc, l'idéal, le mieux, c'est de lui communiquer sans qu'il ait à les valider, de lui communiquer de manière claire et précise. Après, la case cocher et aller voir les CGV, ça peut être toléré, mais on s'éloigne un peu de l'esprit premier du texte, qui est que le consommateur doit avoir ces différentes informations sans être obligé de les fouiller dans des CGV. Voilà, après, je ne sais pas si cette réponse... Donc, l'idéal, concrètement en pratique, ce serait soit de transmettre d'office toutes ces informations, même si elles ne sont pas intitulées conditions générales de vente, oui, par mail ou obligatoire en tel. Pardon? Le terme conditions générales de vente et informations précontractuelles, c'est deux choses qui peuvent être différentes. Si vous voulez, on peut avoir toutes les informations précontractuelles dans les conditions générales de vente, mais l'idée, c'est que le professionnel le communique, donc que ces informations figurent éventuellement dans le descriptif du produit ou dans le récapitulatif avant de valider la commande. Après, éventuellement, oui, si le client coche une case, mais d'une part, la validation n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'apporter ces informations au consommateur et d'avoir la case commande avec obligation de paiement, mais il n'existe pas de réglementation qui prévoit la case à cocher avec je reconnais avoir validé les conditions générales de vente. Donc, si je résume, en fait, ce qui est important pour les vendeurs en ligne, c'est qu'ils fassent figurer sur un support durable toutes les informations précontractuelles que nous avons vues ce matin. Oui. Que ce soit dans des conditions générales de vente ou pas, l'important, c'est qu'ils aient la garantie que le consommateur en ait bien eu connaissance. Connaissance avant de s'engager. Avant de s'engager. Après, soit c'est sur des CGV, soit ça apparaît au moment de passer la commande, mais en tout cas, avant la commande, on doit être sûr qu'on ait transmis toutes ces informations au consommateur. Oui, effectivement. Voilà. Et que ce soit sur un support durable. Oui, après une fois que la commande est passée, le support durable doit être communiqué. Mais voilà. tant que la commande n'a pas été validée, il n'y a pas cette obligation de communiquer le support durable. C'est dans un deuxième temps. Oui, d'accord. Alors, encore une question concernant les colis annoncés non livrés par le client. Donc, un client passe une commande, le fournisseur donne un délai de livraison, le client revient vers le fournisseur en lui disant « j'ai pas reçu le colis ». Donc, est-ce que le professionnel est-il toujours considéré comme responsable si la Poste affirme avoir livré le colis? Et si oui, comment gérer cette situation compliquée? Oui. Mais ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment aussi. Hein. Oui, et c'est pour ça justement que le médiateur est désormais obligatoire, puisque nous, ça c'est quelque chose, nous on pourra de toute façon pas arbitrer, on ne sait pas ce qui s'est passé lors de la remise, si la Poste a perdu, ça on ne peut pas de toute façon. Donc ce qu'on peut faire nous en amont, c'est rendre informer sur l'obligation du médiateur pour justement gérer ce type de litige. Après, ça... Un instant, je vais reprendre le texte spécifique pour répondre le plus précisément. Parce que concrètement, ça revient à la situation, le client n'a pas été livré. Oui. Donc le délai de livraison non respecté. Enfin, c'est aussi produit non livré tout court, ce qui est
plus embêtant. Mais sinon, on peut aussi faire la recherche plus tard et pareil. Hein, je voulais lire la phrase, mais du coup, je n'ai pas sous les yeux. Donc, l'idée, là, dans la situation qui est proposée dans la question, c'est que le vendeur peut justifier justement que la Poste n'a pas livré si justement il a une information de la Poste. Après, ce que je vais faire quand même, comme pour la question sur le voyage, oui. Je vais noter la question et reprendre, communiquer la référence plus détaillée. Mais de toute façon, ça, s'il n'y a pas accord amiable, ça passera éventuellement par la suite par une médiation ou éventuellement, si la médiation n'aboutit pas, par le recours le recours au tribunal. D'accord. Alors, dernière question. La DGCCRF intervient en amont pour conseiller les vendeurs en ligne à leur demande. Si vous êtes sollicité par un commerçant de site en ligne, est-ce que vous le conseillez ou pas? Alors, on peut pas faire comment dire, on peut répondre à des questions particulières, mais on ne peut pas faire de cours magistral, si vous voulez, si c'est des conseils trop vagues. Donc ça, on ne peut pas le faire d'une part par équité envers tous les professionnels, et d'autre part parce qu'on n'aurait pas le temps matériel, parce que, comme vous l'avez vu, lorsqu'on ouvre un site de vente en ligne, on doit respecter des obligations qui dépendent du type de biens ou de services vendus et qui sont très vastes. Donc, on ne pourra pas faire de cours magistral. Par contre, on peut tout à fait répondre s'il y a une question, une difficulté concernant certains points de réglementation. Par exemple, ai-je le droit de vendre tel produit en ligne? Quel est le délai de traitation? Tout ça, on répondra volontiers. Mais encore faut-il qu'on ait des questions relativement précises. Ça ne peut pas être trop vague. On ne peut pas faire de conseil général sur la vente en ligne. On le fait ponctuellement dans le cadre de webinaires ou d'informations. Mais après, on ne pourra pas conseiller un professionnel à sa demande si sa question n'est pas suffisamment précise. D'accord. Donc, vous n'allez pas faire analyser des conditions générales de vente à la demande du professionnel ou consulter un site internet à sa demande. D'autant plus que l'analyse des conditions générales de vente, sur Internet, on peut les modifier très rapidement et ça voudrait dire que si on les analyse à un instant T et qu'il les modifie après, il pourrait dire… oui. Voilà. Oui, ce n'est pas dans vos attributions, en fait. Voilà. Après, alors pour certains, il y a la possibilité de rescrit pour certaines dispositions, par exemple pour l'affichage de prix. Pour l'affichage de prix, le consommateur peut nous demander si son affichage de prix est correct. Ça, ça a été introduit assez récemment dans le droit français. Donc là, effectivement, il pourra avoir notre avis. Mais à ma connaissance, pour des CGV, je ne pense pas que ça a été étendu à des CGV. Voilà, là, je vérifierai, mais je ne pense pas que c'est possible pour des CGV. Je ne pense pas non plus parce que j'ai eu le cas de figure où, en fait, la direction de la répression des fraudes renvoyait vers notre service pour une analyse plus globale des conditions générales de vente, en fait. Donc, je ne pense pas que vous… Je sais que c'est quelque chose dans l'air du temps qui est peut-être amené à se développer, comme ça a été fait pour l'affichage des tarifs. Donc, désormais, le professionnel a cette possibilité, ça s'appelle le rescrit, en fait. Mais comme dit, à ma connaissance, elle n'est pas étendue à l'ensemble des réglementations et elle me paraît difficilement applicable pour des CGV en ligne. Oui. En tout cas, les vendeurs peuvent contacter le service juridique de la CCI Alsace-Métropole pour avoir une information qui sera en tout cas plus générale et une validation des conditions générales de vente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que j'en ai pas oublié. Non, je crois que tu as tout dit. Bon, je vous prie de m'excuser pour ces deux points restés un peu en suspens, mais je préfère communiquer l'information précise. Donc pour les voyages et pour les colis annoncés non livrés. Oui.
Oui, mais c'est bien. Vous inquiétez pas, c'est très bien comme ça et on transmettra l'information à tous les participants. Voilà, on fera suivre le mail à tous les participants. Est-ce qu'il y a des… Alors, encore juste une question. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur la vente d'alcool? Mais là, je pense que c'est comme la vente de voyage. C'est une vente de produits réglementés. Après, tout ce qui est les licences, ça, il me semble que c'est géré par les douanes. En tout cas, c'est pas nous qui autorisons les ventes d'alcool ou pas. Il me semble que c'est les douanes. Après, effectivement, il y a certaines dispositions pour les ingrédients et le titre alcoolémique. Le titre alcoolique ou alcoométrique, ça doit figurer. Et alors, il y a aussi par rapport à la vente aux mineurs ou aux majeurs. Ah oui, mais ça aussi, nous on n'est pas habilité à relever cette infraction, donc ça, éventuellement, ça pourra concerner d'autres administrations, mais oui, forcément. Je rappelle juste qu'il y a une exemption pour la fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de 30 jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel. Donc, tout ça, c'est exempté du droit de rétractation, mais ça concerne certaines boissons assorties de certains délais de livraison. Donc, en tout cas, il faut avoir une attention particulière quand on propose ce type de produit à la vente en ligne. La vente d'alcool n'est pas… Enfin, je suis certain qu'elle n'est pas interdite en ligne, mais il faut s'assurer d'autres réglementations qui ne sont pas du ressort de la DGCCRF. Oui, c'est le ressort de la préfecture. Hein. De la préfecture, des douanes pour le stockage. Je pense que ça concerne différentes réglementations. Voilà. En fait. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou on clôt le webinaire? Je pense qu'il n'y a plus de questions, Monsieur Scarfon. On va conclure. En tout cas, merci à vous pour votre intervention et toutes vos informations pratiques. Je pense que ça a été très utile. Et puis, en complément avec les deux réponses voilà, aux deux questions qui n'ont pas trouvé réponse ce matin, mais c'est normal aussi de ne pas toujours avoir la réponse juridique à l'instant T. Il vaut mieux prendre le temps de faire des recherches. C'est vraiment pas un souci. Alors, je vous rappelle juste que ces webinaires seront donc en replay, celui de la semaine dernière et celui de ce matin en replay sur le site de la CCI Alsace Métropole, accompagnés de notes d'informations juridiques qui reprendront tout ce qu'on a abordé lors de ces deux webinaires. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de la CCI Alsace Métropole. Je vous rappelle aussi que le service juridique reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la mise en place d'un site de vente en ligne, sur vos conditions générales de vente, sur les mentions précontractuelles obligatoires. Nous pourrons aussi vous apporter des informations suite à nos deux webinaires. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne après-midi et un bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Merci de votre attention.